Bonjour, j'espère que vous allez bien. On est le dimanche 3 septembre et je suis absolument ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo pâle puisque ça y est, les catégories du Pumpkin Autumn Challenge ont été annoncées ce matin. Si, comme moi, vous les attendiez avec impatience, vous vous êtes probablement réveillé un petit peu en avance, tout frétillant d'anticipation et vous avez regardé avec grand plaisir la vidéo de Guimauve. Si ce n'est pas le cas et que vous n'avez absolument aucune idée de ce dont je suis en train de parler, je vous remets la vidéo en question en barre d'infos. Et globalement, le Pumpkin Autumn Challenge, si vous n'êtes pas du tout familier avec ce challenge et probablement du coup avec Booktube et Bookstagram en général, tant c'est, j'ai l'impression, un marqueur assez fort de l'automne dans ces contrées. C'est un challenge qui a cours du 3 septembre au 3 décembre cette année, qui se déroule donc sur les 3 mois de l'automne et qui a pour but de se mettre dans le mood automnal par des lectures initialement, même si le challenge s'est progressivement agrandi aux films, séries et jeux vidéo. Donc si vous avez envie de diversifier vos médias, faites-vous plaisir, il y a de quoi faire. Et le principe, ça va être de trouver des médias, donc des livres, des films, des séries, des jeux vidéo qui correspondent aux catégories qu'a choisi Guimauve en fonction de plein de références différentes qui changent d'une année sur l'autre et qui sont toujours extrêmement cool à découvrir. Pareil, si ça vous intéresse, je vous laisserai voir la vidéo où elle en parle bien mieux que moi et où elle développe tout ça en détail. Je vous retrouve donc pour vous présenter ma pile à lire. J'avais fait une vidéo similaire l'année dernière et j'avais plus ou moins respecté tous les livres que j'avais choisis. En même temps, j'en avais choisi beaucoup. Là, j'ai été un tout petit peu plus raisonnable cette année, même si je la qualifierais toujours probablement de pile à mood parce que j'ai choisi 2 livres par catégorie, en sachant qu'il y en a 14 et que donc, bien évidemment, je ne lirai probablement pas les 28 livres que j'ai sélectionnés pour l'instant à l'occasion de ce challenge. J'en lirai peut-être plus, j'en lirai peut-être moins, j'en lirai probablement d'autres que je vous présenterai à l'occasion du bilan début décembre et on verra un petit peu ce que ça a donné. Toujours est-il que, comme chaque année depuis maintenant quelques temps, puisqu'il me semble que le challenge est sur sa 7e, 8e année, je ne sais plus exactement, j'ai pris énormément de plaisir à concocter cette pile à lire, pile à mood, à caser des livres dans des catégories avec des justifications plus ou moins fumeuses et capillotractées, mais c'est aussi le grand plaisir des piles à lire et je suis absolument ravie de vous la partager aujourd'hui. Vous l'aurez compris, j'ai comme d'habitude énormément de livres à vous présenter. Je vais essayer d'être concise, mais cette introduction est déjà bien trop longue, donc je pense que la vidéo va être à l'avenant. Installez-vous confortablement, prenez de quoi manger, de quoi boire, de quoi passer un bon moment, et je vous propose qu'on commence tout de suite. Et on va commencer par le premier menu, un très grand classique de ce challenge, Automne frissonnant, et la première catégorie, Viens flotter avec nous, qui a priori est tiré du livre Ça de Stephen King, que je n'ai ni lu ni vu en adaptation, donc pour lequel je suis extrêmement naïve, excepté le fait qu'il y a des clowns flippants et des ballons rouges qui volent. C'est à peu près l'étendue de mes connaissances à ce sujet. Toujours est-il que les mots-clés sont horreur, thriller, clown, épouvante, fantastique et rouge. Même avec mes connaissances très parcellaires, j'arrive à peu près tous à les recaser dans le contexte, donc c'est déjà ça. Et je vous le disais en début de vidéo, j'ai donc choisi 2 livres pour cette sous-catégorie, et le premier n'est autre que le 2e tome de la saga de J. Schwab, donc Vengeful, aux éditions Lumen, qui est dans ma pile à lire depuis un moment maintenant. J'ai lu le premier tome, je pense que ça fait plusieurs années malheureusement, et il faut que je continue cette saga. Alors c'était une duologie, je crois qu'il est peut-être question qu'un 3e tome soit à l'écriture, à la parution, je ne sais pas, j'ai entendu ça mais je ne sais pas trop si c'est vrai ou pas. Dans tous les cas, ça me permettrait de continuer, voire de finir une saga en fonction, ce qui est toujours pas mal. Globalement, dans le premier tome, on suivait 2 jeunes étudiants à l'université qui étaient assez poussés dans leur domaine respectif et qui, à l'occasion d'une expérience de mort imminente, développaient des pouvoirs. C'était des anti-héros par excellence et globalement pas les gentils de l'histoire, et tout partait un petit peu en sucette à partir de là. Ça se lisait extrêmement bien, c'était plein d'actions, de rebondissements, les personnages étaient extrêmement intéressants à suivre et je suis très curieuse de voir ce que ça donne dans ce 2e volume, d'autant que je pense qu'on va se concentrer un petit peu plus sur le personnage féminin qu'on découvrait à l'occasion du premier volume et qui m'intrigue énormément. Donc l'un dans l'autre, je suis très curieuse de découvrir cette suite. J'aime particulièrement l'écriture de V. Schwab et de toute façon ça fait trop longtemps que j'ai lu le premier tome, donc il faut que je continue. Il est rouge, c'est indéniable. En termes d'horreur, pas forcément, mais
Booknode le classe dans les mots-clés thriller, donc écoutez, je pense que ça colle pas mal pour cette sous-catégorie. Autant je ne suis pas du tout inquiète pour la couleur de ce deuxième volume, autant je ne suis pas certaine des autres mots-clés. J'ai choisi donc pour cette même sous-catégorie Le Dieu dans l'ombre de Megan Lindon, alias Robin Hobb, dans la très jolie réédition ActuSF en hardback qui est extrêmement rouge, vous en conviendrez avec moi. Celui-ci, on doit se le lire en lecture commune avec Lucie de la chaîne Lucie Lu, et je pense que ce sera très bien cet automne. Cette couverture me crie un petit peu horreur fantastique, chose pas cool. Il me semble que c'est de la science-fiction. En tout cas, c'est pareil, c'était dans les mots-clés de Booknode. J'ai parcouru le résumé en diagonale pour essayer de glaner des mots-clés et je n'en ai aucun souvenir et c'était un petit peu le but. J'ai envie de vous dire, je ne veux pas trop en savoir, mais même s'il ne colle pas pour les autres mots-clés de cette sous-catégorie, il est extrêmement rouge et ça me suffit. La deuxième sous-catégorie m'a fait découvrir des choses que je ne connaissais pas puisqu'il s'agit de l'enfer des backrooms qui sont a priori des espèces de légendes urbaines de dimensions parallèles sur internet. Encore une fois, je vous laisserai voir la vidéo de Guimauve si vous voulez en savoir plus à ce niveau-là. Les mots-clés pour cette sous-catégorie étant donc dimensions parallèles, cryptique, labyrinthe, internet, légendes urbaines et mystère. Et j'ai choisi 2 livres qui s'attachent majoritairement aux mots-clés dimensions parallèles. Le premier étant Contes et récits du Paris des merveilles de Pierre Pével, Catherine Loiseau, Benjamin Lepu, Sylvie Poulain et Bénédicte Vivier aux éditions Bragelonne, qui est donc un recueil de nouvelles qui se déroule dans l'univers du Paris des merveilles, qui est un espèce de Paris alternatif avec énormément d'éléments de féerie, des sirènes dans la Seine, plein d'êtres du petit peuple qui sont à droite à gauche et globalement un univers parallèle de féerie qu'on peut joindre aux abords de Paris et qui foisonne de magie. Je trouvais que ça collait pas mal à cette sous-catégorie. Ça fait encore une fois un moment qu'il est dans ma pile à lire. J'avais absolument adoré les 3 tomes de la trilogie du Pays des Merveilles et ça fait un moment que je veux découvrir les nouvelles qui y sont associées. Je sais qu'il y a plein d'autres recueils qui sont parus depuis, mais celui-là était le premier et j'aimerais beaucoup le découvrir pour voir si je me penche sur les autres. En plus, des petites nouvelles à picorer de temps en temps, c'est pas mal dans les gros challenges et ça me permettrait de le sortir de ma pile à lire. Le deuxième que j'ai calé dans cette sous-catégorie n'est pas encore en ma possession puisqu'il n'est pas encore paru et c'est Éclat miroitant, le deuxième tome de Alix E. Haro qui va paraître aux éditions Hachette Rayon de l'Imaginaire en septembre, si je ne dis pas de bêtises, incessamment sous peu d'ailleurs. J'ai lu le premier tome de cette série en anglais mais je me suis procuré le premier en français le mois dernier pour pouvoir justement la poursuivre en traduction parce que j'avoue que j'ai un petit peu la flemme de la lire en VO et que je suis assez fan du travail d'Hachette sur ses éditions. C'est tout bénef à mon sens. C'est une série de réécriture de contes, de réinterprétation de contes avec une vocation très féministe et des questionnements hyper intéressants. J'avais beaucoup apprécié le premier tome et je suis très curieuse. Il me semble qu'il est question de Blanche-Neige dans celui-ci, en tout cas Éclat miroitant, c'est ce que ça me laisse à penser. Et en termes de dimensions parallèles, il y avait vraiment cette espèce de multivers de contes que j'avais trouvé absolument passionnant et qui je pense va être encore plus développé dans les tomes suivants, donc j'ai extrêmement hâte de voir ce que ça va donner. J'aime beaucoup d'une manière générale le travail de l'autrice, donc j'ai très hâte de lire un autre récit d'elle. Dernière sous-catégorie de ce premier menu s'appelle Perfectly Splendid et a pour mots-clés fantôme, famille, manoir, possession, gothique et drame. Et pour cette sous-catégorie, j'ai fait un petit peu de recyclage de ma palle en déroute parce que, bien évidemment, je n'ai pas réussi à sortir tous les livres que j'avais prévus dans celle-ci et celui-ci me fait toujours extrêmement envie et je pense qu'il colle pas mal à cette sous-catégorie. J'ai choisi Paternoster de Julia Richard aux éditions de L'Homme sans nom qui, de ce que j'en ai compris, traite de famille puisque c'est la rencontre de la compagne d'un jeune homme avec sa belle famille, donc avec la famille de ce jeune homme, dans un manoir ou en tout cas une maison et une ambiance qui n'a pas l'air folle. C'est à peu près tout ce que j'en sais. Je sais que Juliette et Lucie l'ont lu en lecture commune et l'ont absolument adoré. Il m'intrigue énormément. Il est tout petit donc je pense qu'il peut se lire assez vite. Il faut juste que je prenne le temps de le sortir et j'aurai davantage le temps dans ces 3 mois de challenge que dans le mois de la palle en déroute pour le lire. J'espère en profiter largement et vous en reparler très vite. Et le deuxième est un petit filoutage des familles parce que il faut bien commencer quelque part. J'ai choisi Vampiria de Victor Dixon
l'automne, le premier tome La Cour des Ténèbres aux éditions Robert Laffont dans la collection R. Parce que si je ne lis pas Vampiria pendant le Pumpkin Autumn Challenge, je ne sais pas quand je vais le lire, parce que cette couverture me fait penser à un manoir plus ou moins macabre et au petit heurtoir qui va probablement déclencher l'ouverture d'une porte grinçante et extrêmement mystérieuse, parce qu'il me semble quand même qu'il est question de manoir gothique, je n'en jurerai pas, mais peut-être, et de drame et de famille, très probablement, puisqu'il me semble que le personnage principal a perdu sa famille et que dans l'optique de se venger, elle va infiltrer la cour du roi qui est devenu un vampire, etc. Je n'en sais pas grand chose de plus, je ne veux pas trop en savoir. Je sais que, encore une fois, Juliette et Lucie ont beaucoup aimé cette saga. Tout le monde l'a lu, je pense, depuis le temps qu'il est sorti. Le 4e tome, qui est donc le premier tome de la 2e trilogie dans cet univers, a déjà eu le temps de paraître, et moi je n'ai toujours pas lu le premier, donc il serait au grand temps que je m'y attelle. On va complètement changer de registre pour le 2e menu, Automne douceur de vivre, qui est beaucoup plus sympathique que le précédent, n'est-ce pas? Et avec la première sous-catégorie Something Wicked This Way Come, pour lequel les mots-clés sont Halloween, octobre, automne, fête foraine, enfance et cauchemar, pour lequel j'ai choisi 2 livres avec une justification plus ou moins bancale également. Le premier étant Magic Charlie, le premier tome de Audrey Alouette aux éditions Gallimard Jeunesse, que je trouve très joli et que j'ai très envie de lire depuis que je me le suis procuré à Westurland, où j'ai eu la chance de le faire dédicacer par l'autrice, qui a l'air génial. Encore une fois, je sais que Lucie l'a lu il y a pas très longtemps et l'a beaucoup apprécié. C'est de la fantasy jeunesse, donc pour enfance, je trouvais que ça collait plutôt pas mal. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que ça se passe en automne. Peut-être que je fais complètement fausse route, mais cette couverture pour moi ça fait extrêmement automnal. Je n'ai pas vu d'indication de temps dans le résumé, donc je ne saurais pas avant de commencer ma lecture, mais j'ai envie d'y croire, et c'est à peu près tout ce qui peut justifier ce livre dans cette sous-catégorie. Mais c'est un petit exemple de livre que j'avais très envie de lire pour cet automne, pour ce Pumpkin Autumn Challenge, et que j'ai un petit peu rentré avec un chausse-pied dans les catégories qui m'arrangeaient. Le deuxième est un petit peu plus cohérent et logique à mon avis dans la sous-catégorie en question. Il s'agit de Small Spaces de Catherine Arden aux éditions Putnam, qui est donc en VO anglaise, qui a été traduit sous le titre Terror Asmokolo. Je ne sais plus sous quelle maison d'édition, mais en tout cas qui est disponible en français, qui m'avait été offert par Juliette à l'occasion de notre swap de Noël de 2022 et qui attend sagement dans ma pile à lire depuis que ce soit l'automne et la saison parfaite pour lire ce petit récit horrifique pour la jeunesse. Il n'est pas question de fête foraine, mais je crois qu'il est question d'une ferme et en gros d'une visite d'enfants dans la dite ferme et de choses un petit peu spooky qui s'y passent. C'est de l'horrifique pour la jeunesse, donc encore une fois ça collait pas mal pour le côté enfance. Pour le coup celui-là il me semble que ça se passe en automne, parce que si j'ai bien compris, le principe de cette série c'est qu'il y a 4 tomes qui se déroulent chacun dans une saison différente, donc ça me paraissait pas mal collé. Et encore une fois, je sais que Juliette l'a beaucoup apprécié, je suis très curieuse de le découvrir. Il est tout petit, c'est de la jeunesse, donc même si c'est de la VO, ça devrait se lire assez vite. Et pareil, j'espère vous en reparler très rapidement. Pour la deuxième sous-catégorie de ce menu, poupée de souvenirs automatiques à votre service, les mots-clés étaient épistolaire, correspondance, sentiment, émotion, amour, deuil, gratitude et ou guérison. Pareil, ça correspond plus ou moins au livre que j'ai sélectionné, mais en y regardant de plus près, ça peut quand même coller. J'ai choisi en premier lieu le 6e tome de la saga Anne de Green Gables, donc Anne d'Ingleside, aux éditions Monsieur Toussaint l'Ouverture par Lucie Maud Montgomery, qui est absolument magnifique. J'avais lu les 2 précédents à l'occasion d'un défi lecture de Lucie il y a quelques mois maintenant, et je n'avais pas eu le temps de m'attaquer à celui-ci, à mon grand regret. Je sais que je suis bien à la bourre parce que le 7e est déjà paru et que le 8e est à paraître normalement cet automne, donc il serait temps que je lise celui-là et que je rattrape mon retard. Cette couverture pour moi crie l'automne, et globalement dans les précédents tomes de Anne il y avait pas mal d'échanges de lettres, de récits sous forme épistolaire, donc je pense que si c'est toujours le cas dans ce tome là, ça fonctionne quand même avec cette sous-catégorie, et il est très souvent question de sentiments, d'émotions, d'amour, de gratitude et de choses comme ça dans les romans d'Anne, donc pareil,
je pense que c'est un roman plutôt pas mal à caser dans cette sous-catégorie et dans ce menu d'une manière générale, parce que pour moi, Anne de Green Gables, ça caractérise bien l'automne douceur de vivre. Et le deuxième, pour lesquels les justifications sont peut-être un petit peu plus nébuleuses, encore une fois, n'est autre que À moi la nuit, toi le jour de Beth O'Leary, aux éditions Mazarine, que je me suis procuré très récemment. Je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo Achat livresque. Globalement, c'est l'histoire de deux personnes qui partagent un appartement, l'un l'occupe la journée, l'autre la nuit, et ils vont tisser une relation et a priori une romance, malgré le fait qu'ils se voient extrêmement peu. Et avec les petits post-it présents sur la couverture et la quatrième, j'ai un petit peu extrapolé le fait que probablement pour maintenir la dite relation, ils devaient échanger des messages par des biais divers et variés, et peut-être qu'une petite correspondance par post-it est à l'ordre du jour, je ne sais pas. Toujours est-il que ça me paraissait quand même plutôt cohérent. De toute façon, il va probablement être question d'amour, de sentiments, etc. J'espère que ça fonctionnera pas trop mal avec cette sous-catégorie, et de toute façon, il me fait très envie et j'ai très hâte de le découvrir. Pour la sous-catégorie suivante, La Dame Chouette des îles Bouillantes, les mots-clés sont sorcière, magie, malédiction, école, parcours initiatique et ou amitié. Et cette catégorie m'a donné plus de fil à retordre que prévu. Je me suis rendu compte que j'avais pas mal écumé tous mes livres avec des écoles de magie, très étonnamment, et qu'il ne me restait vraiment pas tant que ça. J'ai quand même réussi à trouver deux livres qui, à mon sens, collent pas mal à cette sous-catégorie. Et le premier est, je pense, l'archétype même de ces mots-clés. Et c'est donc A Tale of Witchcraft de Chris Colfer que j'ai ici aux éditions Little Big Brown et qui a été traduit en français sous le nom d'une histoire de sorcellerie, quelque chose comme ça. Depuis le temps que celui-ci poireaute dans ma pile à lire, il a eu le temps d'être traduit et de sortir en poche en français, donc c'est vous dire. J'avais beaucoup apprécié le premier tome de cette nouvelle saga dans l'univers du Pays des Contes. C'est un préquel de la saga originale, donc The Land of Stories, que j'avais également beaucoup apprécié, mais celle-là je trouve a une profondeur et une maturité beaucoup plus importante. Et il va être question de sorcellerie, il va être question de magie, il va être question d'une école, d'amitié, de choses comme ça. En tout cas, c'était le cas dans le premier tome. J'ai très hâte de retrouver les personnages. Il me semble que j'avais déjà mis ce livre dans ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge l'année dernière, probablement, mais j'avoue que j'étais un petit peu moins motivée à lire en anglais à l'époque. C'est un petit peu mieux maintenant, avec les explora livres notamment, et le fait de lire du coup régulièrement en VO, j'avoue que ça aide pas mal, donc je ne désespère pas de le sortir de ma pile à lire et de vous en reparler à l'occasion de ce challenge. Le deuxième poireaute aussi dans ma palle depuis un moment, mais celui-là on va le lire en lecture commune, donc c'est à peu près sûr qu'il va en sortir, et c'est le premier tome de Dark Rise de C.S. Paca aux éditions Big Bang, donc Brajlon, qui est très joli et pour lequel le second tome est à paraître très bientôt, donc encore une fois, il serait temps que celui-ci soit lu. Je n'en sais pas grand chose et je ne veux pas trop en savoir parce que de toute façon, je fais assez aveuglément confiance à l'autrice. J'avais absolument adoré Prince Captif, donc je suis assez optimiste quant au fait que je vais probablement beaucoup apprécier celui-ci également. J'ai juste encore une fois parcouru le résumé en diagonale au moment de faire ma pile à lire pour savoir où je pouvais le caler, et a priori il est question de magie et d'une école. Pour moi ça rentrait dans cette sous-catégorie, j'ai très hâte de le lire encore une fois. Ce sera normalement une lecture commune avec Lucie et Cécilia de la chaîne Jurassic Jones. Je pense qu'on sera ravis de partager cette lecture à plusieurs. Et en parlant de partager cette lecture à plusieurs, la dernière sous-catégorie d'automne douceur de vivre n'est autre que la loi fondamentale de l'échange équivalent, pour laquelle il s'agit juste de partager une lecture commune et ou le visionnage d'un film et ou de jouer à un jeu vidéo de société, etc. Je vais vous présenter des livres en l'occurrence, et toutes les lectures communes que je vous ai déjà présentées ou que je vais vous présenter ultérieurement auraient pu rentrer largement dans cette sous-catégorie, mais j'en ai d'autres prévues parce que j'ai envie de vous dire, on ne s'arrête jamais. Et la première que j'ai un petit peu peur de faire, mais que d'un autre côté j'ai très hâte de découvrir, n'est autre que La Maison des Feuilles de Mark Z. Danielewski, qui est réédité aux éditions Monsieur Toussaint Louverture, qui ont fait un très chouette travail éditorial. C'est un beau bébé de 700 pages qui a priori n'est pas extrêmement accessible, mais néanmoins très intéressant. Je sais qu'il est un petit peu question d'horreur, que c'est une espèce de récit avec plein de
choses qui ne sont pas que du texte classique avec des extraits de journaux, de thèses, de choses comme ça, un petit peu académiques. Ça m'intrigue énormément. Mais je pense que je ne me motiverai pas toute seule à le lire. On va donc le prévoir avec Lucie, Snodza, et il me semble que d'autres personnes étaient aussi motivées pour l'attaquer, donc si jamais c'est votre cas, n'hésitez pas à vous manifester. Je pense qu'on va organiser ça tranquillement sur Instagram et que ça devrait se faire probablement dans le mois d'octobre, parce que pour moi c'est un livre qui va pas trop mal fonctionner avec Halloween, je pense en tout cas. Donc s'il vous fait aussi peur qu'à moi mais que vous avez quand même envie de tenter l'expérience, dites-le moi en commentaire. Et dans les autres lectures communes prévues pour ces 3 mois d'automne, il y a bien évidemment les Explora livres qu'on continue donc avec Juliette et Lucie. Le book club qu'on tient toutes les 3 et pour lequel on fait des lives tous les mois. Je vous remets le Discord en barre d'infos en espérant que le lien fonctionne parce que je me bats un petit peu avec lui et j'aurais pu tous vous les citer mais ça aurait été un petit peu long. Cela étant dit, celle que j'attends probablement le plus pour ces mois d'automne, c'est le 3e et dernier tome de Capitale du Nord, L'armée fantoche de Claire Duvivier aux éditions des Forges Vulcain, qui est le dernier tome de la double trilogie de la Tour de Garde, donc Capitale du Nord et Capitale du Sud, qu'on a lu en entier avec Explora Livre depuis fin 2022. C'était le 2e livre qu'on avait choisi pour le book club et ça nous a tenu un moment parce qu'avec les 6 livres, ça nous a bien accompagnés. C'est une saga absolument géniale. Si vous ne l'avez pas encore commencé, je vous la recommande chaudement. Et moi j'ai très hâte de découvrir le fin mot de l'histoire. C'est prévu du coup pour le mois de sortie en octobre et je suis extrêmement impatiente de voir ce que ça va donner. On va passer au 3e menu, Automne des bois et au-delà, et à la première sous-catégorie. Pomme alors, c'est le goût de la tarte aux amandes, qui a pour mots-clés animaux, mémoire, intergénérationnel, thé, gourmandise, altruisme, tendresse, aide et guide, et pour lesquels j'ai un petit peu magouillé, encore une fois, en termes de livres choisis. J'en ai recyclé un, encore une fois, de Ma Pale en déroute, puisque je n'ai pas eu le temps de lire Là où règnent les baleines de Jolane C. Bertrand aux éditions L'École des loisirs dans la collection Medium, et qu'il me tente toujours et que si je ne le lis pas début septembre quand c'est encore un petit peu cette vibe estivale, je pense qu'il attendra le printemps prochain et c'est bien dommage. Donc je vais tâcher de m'y atteler avant et je pense qu'il va se lire très vite. C'est de la littérature jeunesse, même si c'est un petit peu plus âgé que pour son précédent roman Les Sœurs Hiver. Il m'intrigue beaucoup, j'en ai eu de très bons retours, il est absolument magnifique. Je n'en sais pas grand chose honnêtement, je n'ai pas lu le résumé, je me penche surtout sur la couverture et sur les baleines dans le titre pour dire que ça rentre dans cette sous-catégorie avec les animaux, mais je ne pourrais pas vous en dire grand chose de plus. Et le 2e a une justification encore plus pétée que le précédent. J'ai calé le 3e tome des Mondes de McCorbin, Aile du Corbeau de Anne Bishop aux éditions Milady. Il y a un corbeau dans le titre. Et il y a des corbeaux sur la couverture, voilà. C'est encore plus pété. Bon, cela étant dit, c'est de l'urban fantasy avec des métamorphes, avec un certain nombre d'animaux plus ou moins contractuels, j'ai envie de vous dire. J'aime énormément cette série, même si je pense préférer la saga origine à cette saga spin-off, donc McCorbin. C'est de l'excellente urban fantasy, de la très chouette Beatlit si vous avez envie d'en découvrir. Et ça fait un moment que j'ai lu le 2e tome de cette série, mais je suis très impatiente de retourner dans cet univers et de retrouver les personnages. Et comme pour Vampiria, si je ne lis pas de Beatlit pendant le Pumpkin Autumn Challenge, je ne sais pas quand j'en lirai. La sous-catégorie suivante s'appelle Légende de la Hache Noire et les mots-clés sont médiéval, chevaleresque, quête, épopée, illustrée et ou fantasy. Et je me suis un petit peu trituré le cerveau pour celle-là aussi, alors que j'ai énormément de romans de fantasy, mais j'avais envie qu'il y ait un petit peu plus que juste ce mot-clé à quoi me raccrocher. C'est plus ou moins le cas, mais ça passe, et en tout cas ça me permet de continuer, voire de finir des sagas. J'ai choisi en particulier le 3e tome de Grisha, L'Oiseau de Feu de Leïd Bardugo aux éditions Milan. J'aime beaucoup les couvertures de ces rééditions que je préfère largement aux précédentes, et c'est le 3e et dernier tome de la trilogie Grisha que j'ai commencé il y a un moment maintenant et qu'il serait temps que je termine. En plus ça se lit assez vite, c'est de la fantasy young adulte. J'avais plutôt bien apprécié les 2 premiers tomes, même si j'ai préféré Six of Crows. Après celle-là, je me pencherai bien sur King of Scars, mais il faudrait déjà que j'avance celle-ci.
Donc c'est l'objectif de ce Pumpkin Autumn Challenge et j'espère que ça va fonctionner. C'est de la fantasy young adulte avec de la magie, avec une quête, avec un côté un petit peu épique. Il y a des animaux fantastiques également et des pouvoirs de Grisha un petit peu différents à chaque fois qui sont très très cool à découvrir. Et le deuxième livre que j'ai choisi dans cette sous-catégorie est un autre exemple de livre que je voulais lire absolument cet automne et que j'ai gentiment calé en forçant un petit peu dans une sous-catégorie qui me semblait convenir à peu près. Le troisième tome de From Blood and Ash, La couronne d'os dorée de Jennifer Ellerman Short aux éditions de Saxus que j'ai dans ma pile à lire depuis sa sortie qui date du mois d'avril, donc ça commence à faire un petit peu, que je veux lire depuis sa sortie mais sur lequel je n'arrive pas à me poser parce que c'est quand même un beau pavé. Encore une fois, je me dis que l'automne, les soirées qui rallongent, les petits moments un petit peu cosy, cocon, c'est bien le temps de s'attaquer à des bonnes pavasses. J'espère que ce sera le cas et que je vous en reparlerai à la fin de ce challenge. Pour la catégorie suivante, la mélodie infernale de la corne de chasse, les mots-clés étaient créatures, monstres, wyvern, expédition et ou aventure. Et c'est pareil, ça tient à peu de choses, les raisons pour lesquelles j'ai mis ces livres dans cette sous-catégorie, mais le plus important, c'est qu'ils y rentrent bon gré mal gré. Pour le coup, j'ai casé 3 livres, mais plus ou moins vous allez comprendre, puisque j'ai fait un petit combo gagnant avec les tomes 5 et 6 de Georgina Kincaid, donc Succubus Shadows et Succubus Revealed, qui sont publiés aux éditions Brajlon Milady, que j'ai dans 2 formats très différents, mais qui ne sont plus disponibles nulle part sinon, qui sont du coup l'histoire de Georgina Kincaid, qui est une succube, et c'est globalement une série de Beat Lit. Ce sont d'ailleurs les 2 derniers tomes de cette saga de Beat Lit qu'il me tarde de terminer. Je l'apprécie particulièrement, j'aime beaucoup les personnages, c'est assez haut en couleur, c'est assez fun et ça se lit très bien. Et pareil, c'est une lecture qui colle parfaitement à l'automne à mon sens, donc je ne pouvais pas ne pas la caler dans ce Pumpkin Autumn Challenge. Et pour ce qui concerne les mots-clés, il y a un certain nombre de créatures fantastiques, monstres plus ou moins sympathiques et globalement vampires et succubes en tout genre, donc ça collait pas trop mal à mon sens. Il y a un petit peu d'aventure, un petit peu d'enquête, de choses comme ça. C'est de la Beat Lit, j'ai envie de vous dire. Et encore une fois, j'ai très très hâte de les lire. Et un petit peu dans la même veine et globalement avec la même justification que La couronne d'os dorée, j'ai calé le 2e tome de Crescent City, Maison du ciel et du souffle de Sarah J. Maas aux éditions de Saxus, que j'ai également sous blister depuis la sortie, qui pour le coup date de décembre 2022. C'est presque une relique de ma pile à lire et ça me chagrine beaucoup parce que j'ai beaucoup aimé le premier tome et que j'étais extrêmement impatiente de lire celui-ci à la sortie. Mais encore une fois, c'est une grosse pavasse et même si ça se lit très bien, parce que globalement c'est du Sarah J. Maas, je n'ai pas encore pris le temps de le sortir et j'espère vraiment que cet automne sera l'occasion de le faire. C'est encore une fois de l'urban fantasy qui flirte avec la Beat Lit. Il y a un certain nombre de créatures surnaturelles, de monstres merveilleux, etc. qui peuplent cet univers, donc je l'ai calé encore une fois un petit peu au chausse-pied dans cette sous-catégorie pour ces mots-clés là en particulier, mais il est aussi un petit peu question d'aventure, d'enquête également, parce que encore une fois c'est de l'urban fantasy Beat Lit, donc c'est un petit peu le principe du genre. Pareil, j'ai très hâte de me plonger dedans et j'espère que je pourrai prendre le temps. Pour la dernière sous-catégorie de ce menu, j'ai fait un mix début et suite de saga avec donc Rocket Raccoon on the Run, les mots-clés étant mutation, expérience scientifique, science-fiction, chasseur de primes, gardien et galaxie, en référence aux gardiens de la galaxie. Vous l'aurez probablement compris, pour l'aspect science-fiction, galaxie, probablement un petit peu expérience et le fameux début de saga, j'ai choisi le premier tome des Chroniques du Ratch, La justice de l'ancillaire de Anne Leckie aux éditions J'ai lu, qui m'a été extrêmement gentiment offert par Snodza pour mon anniversaire en mai et qui me tente énormément puisque elle n'en tarit pas d'éloges. Lucie non plus, ça a l'air d'être une excellente saga de science-fiction avec une intelligence artificielle, avec ce côté vraiment espace et galaxie qui a l'air très présent. Ça m'intrigue énormément. Pareil, j'ai très hâte de le découvrir. Je pense que ce sera une très bonne lecture pour cet automne et j'espère vous en reparler aussi très vite.
Et le deuxième en science-fiction, un petit peu dans cette optique d'intelligence artificielle et finalement un petit peu d'expérimentation, mais dans un tout autre style. J'ai choisi le 5e tome de Journal d'un assassin, Effet de réseau de Martha Wells aux éditions La Talente, qu'il faut que je continue puisque c'est un petit peu le plus gros tome de la saga. Le 6e revient aux dimensions des précédents, c'est-à-dire 100-150 pages à tout péter, donc il faut vraiment que je me motive à lire celui-ci pour que les suivants coulent un petit peu plus vite. En tout cas, j'ai beaucoup aimé les 4 premiers volumes de cette saga. On suit un assassin, donc une intelligence artificielle qui se libère un petit peu des chaînes de son code et découvre le monde à plusieurs niveaux et fait des expériences diverses et variées. Et le 4e remettait vraiment plein de choses en contexte et dans leur ensemble, et je pense que ça va pas mal bouger dans celui-ci, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et encore une fois, il faudrait que je continue cette saga. Et on va passer au dernier menu. Je ne sais pas du tout depuis combien de temps je parle, mais je pense que ça fait un moment. J'espère encore une fois que vous êtes bien installés. La première sous-catégorie de ce menu s'appelle We'll Always Find a Way, qui est a priori une référence à Steven Universe, que je n'ai pas encore vu, mais qu'on m'a pas mal recommandé, qui a l'air très mignon. C'est une série d'animation qui se passe dans l'espace avec des gemmes personnifiées et globalement beaucoup de bonnes vibes et d'inclusivité, d'où d'ailleurs les mots-clés cristaux, facettes, singularité, diversité, inclusivité et feel good. Et pour ça, je me suis encore motivée avec un livre en VO, puisque j'ai de nouveau sorti Solitaire de Alice Oseman aux éditions HarperCollins, donc que j'ai, comme je vous le disais, en VO anglaise, qui est dans ma pile à lire depuis fort longtemps. Je suis extrêmement fan du travail d'Alice Oseman dans Heartstopper notamment. J'ai lu également This Winter, que j'ai beaucoup apprécié, mais je ne me suis pas encore motivée à lire ses autres romans, et dont celui-ci est le premier tome, même si ce sont plutôt des tomes compagnons. Je crois qu'il y a quand même une petite chronologie. Et il me tente beaucoup, il m'intrigue beaucoup. Je sais qu'il va probablement être question d'inclusivité, de tolérance, de diversité, etc. Je ne suis pas certaine qu'il soit aussi feel good que Heartstopper, je crois que c'est un petit peu plus dur, mais néanmoins je suis très curieuse de le découvrir, et encore une fois je vais profiter d'être un petit peu plus motivée à lire en VO pour, je l'espère, le sortir cet automne. Et le deuxième livre est également probablement un recyclage de nombreuses piles à lire et très probablement de ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge de l'année dernière. Cemetery Boys de Hayden Thomas aux éditions ActuSF dans la collection Naos, qui est l'histoire d'un jeune homme trans qui veut devenir un bourreau, c'est-à-dire un sorcier, ce qui a priori dans sa famille n'est pas forcément ni possible ni bien vu, sauf qu'il va persévérer et invoquer une personne qu'il ne voulait pas invoquer manifestement. Je n'en sais pas grand-chose de plus non plus, si ce n'est que en termes d'inclusivité et de diversité, a priori c'est plutôt pas mal. J'en ai vu de très bons retours. Ça m'a l'air très bien également dans l'ambiance automnale, et j'ai hâte de voir ce que ça donne. On arrive à la pénultième et donc l'avant-dernière catégorie de ce challenge, qui n'est autre que L'Esprit Indomptable de Jo March, qui est une référence aux 4 filles du Dr March, dont j'ai, comme Guimauve, beaucoup apprécié l'adaptation avec Emma Watson, et pour lesquelles les mots-clés sont place des femmes, indépendance, ambition, rêve, sororité, théâtre et ou écrivaine. Pareil, j'ai un petit peu cherché et un petit peu hésité. J'aurais pu très simplement ne mettre que des livres écrits par des femmes et ça aurait collé dans cette sous-catégorie, mais je voulais aller un tout petit peu plus loin et j'ai choisi La mort est une femme comme les autres de Marie Pavlenko aux éditions J'ai lu, qui est tout petit, qui m'intrigue beaucoup. J'aime particulièrement le travail de l'autrice. J'ai lu quelques-uns de ses ouvrages qui ont toujours été de très chouettes découvertes, et là il s'agit de la mort, et j'imagine, au vu du titre, qu'on va quand même parler un petit peu de féminisme et de sororité. Je suis très curieuse. De toute façon, c'est écrit par une autrice, donc ça rentre dans cette sous-catégorie. Et j'ai très hâte de le lire. Je pense que ce sera assez vite fait. Et pareil, en termes de vibes, je pense que c'est pas mal pour l'automne. Et le deuxième livre que j'ai choisi dans cette sous-catégorie est encore plus indiqué à mon avis, et c'est Les Graciers de Kieran Millwood Hargrave aux éditions Pocket, qui m'a été envoyé dans le cadre de l'échange de livres organisé par Camelot Magicadou. C'est un livre qui se passe de lectrice en lectrice depuis 2 ou 3 sessions maintenant, il me semble, et
qui m'a été extrêmement bien vendu par Lucie, encore une fois, qui l'a lu il y a peu et qui l'a beaucoup apprécié. Il est question de sorcières, il est question, je crois, de sororité. Ça a été écrit par une femme qui d'ailleurs écrit également des pièces de théâtre, donc même si ce n'est pas le cas pour ce livre-ci, ça colle encore une fois pas trop mal dans cette sous-catégorie. Je suis très curieuse de le découvrir, je ne sais plus exactement de quoi il est question dans le résumé, mais je reverrai ça le moment venu. Et encore une fois, j'ai bon espoir de le lire cet automne. Et on va enfin passer à la dernière sous-catégorie de ce challenge, que je ne suis pas bien sûre de savoir prononcer d'ailleurs et je m'en excuse, qui s'appelle donc Silurine Morin et pour laquelle les mots-clés sont Irlande, petit peuple, mythe et légende celte, nature writing et la couleur verte. Et pareil, c'est une catégorie pour laquelle je me suis un petit peu trituré la cervelle, mais j'ai fini par trouver des livres qui fonctionnent pas trop mal à mon avis. Dans tous les cas, j'ai envie de vous dire, ce sera vert. Le premier, c'est Les Flammes de la Nuit de Michel Pagel aux éditions des Moutons Électriques, qui est absolument magnifique, qui est très vert de partout et qui m'a été très gentiment offert par Lucie pour mon anniversaire en mai, encore une fois, qui me fait extrêmement envie, qui me faisait extrêmement envie avant qu'elle me l'offre et c'est toujours le cas. Je n'ai pas encore pris le temps de le lire parce que mine de rien il est un petit peu gros, mais il m'intrigue beaucoup. C'est de la fantaisie et une espèce de réécriture avec des fées et une bénédiction qui ne se passe pas tout à fait comme prévu, et il y a un petit côté Pratchett a priori dans l'écriture, en tout cas un petit côté humoristique dans la plume. Tout ça m'intrigue énormément encore une fois, et voilà, c'est vert. Il est question de petits peuples puisqu'il y a des fées. Je pense que ça colle pas trop mal dans cette sous-catégorie. Et le dernier livre de cette sous-catégorie et le dernier livre que j'ai sélectionné pour ma pile à lire du Pumpkin Cotton Challenge, c'est encore une suite et même une fin de saga parce que j'ai essayé quand même d'en caler le plus possible quand c'était possible dans cette pile à lire, et c'est donc le 4e tome des Outrepasseurs, Ferenusia de Cindy Van Wilder aux éditions Gulfstream, qui est très joli également, qui est très vert aussi, n'est-ce pas? Et dans les premiers tomes en tout cas, on suivait des espèces de descendants de gens qui ont fait un pacte avec les fées, donc avec le petit peuple, et qui se trouvent avoir des pouvoirs dans les suites, ce qui n'est pas forcément très facile à gérer à plein de niveaux. C'est très sommaire, il y a beaucoup plus que ça qui se joue dans cette histoire, mais c'est globalement pour vous donner le pourquoi du comment ça se retrouve dans cette sous-catégorie. La série était normalement une trilogie, il me semble, en tout cas les 3 premiers tomes étaient vendus comme tels, mais celui-ci est paru il y a quelques années maintenant et je me suis dit que j'allais me pencher sur la question pour voir ce que ça donne. Il m'intrigue beaucoup, je ne sais plus trop où les choses s'étaient arrêtées dans le 3e, donc il faudrait peut-être que je me remette les idées au clair à ce niveau-là, mais je pense qu'il va se lire assez vite et ce sera encore une fois l'occasion de finir une saga. Et voilà, c'en est tout pour ma pile à lire du Pumpkin Cotton Challenge édition 2023. Comme je le disais en début de vidéo, je suis absolument ravie d'avoir fait cette pile à lire. C'est vraiment un rendez-vous hyper important pour moi tous les ans et ça marque le début de l'automne de façon plus officielle que le 21 septembre à mon avis. J'ai très hâte de faire toutes ces lectures, de découvrir tous ces livres, de poursuivre ces sagas, de découvrir ces univers, etc. J'espère que je n'ai pas eu les yeux plus gros que le ventre cette fois-ci et que je lirai une majorité en tout cas des livres que j'ai choisis, même si, comme je le disais, il est très possible que ça évolue et que j'en lise d'autres et que j'en lise certains et pas d'autres, et bref, que ce soit encore une fois un joyeux bazar à l'occasion du bilan, mais on verra ça dans 3 mois. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous êtes encore là comme d'habitude, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains des livres que j'ai présentés, si d'autres vous tentent, si vous avez lu d'autres tomes des sagas que j'ai présentés ou d'autres livres des auteurices dont j'ai parlé, si vous avez fait votre propre pile à lire pour le Pumpkin Cotton Challenge ou si vous êtes en train de la faire. Je suis toujours très curieuse de les voir, ça me donne encore une fois des inspirations quand finalement ce que j'ai choisi ne me convient pas tant que ça, donc n'hésitez pas à la partager si vous l'avez faite sur Instagram, sur YouTube ou que sais-je. Je vous remercie comme d'habitude pour tous vos commentaires, tous vos messages, tous vos retours. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. Je vous souhaite bien évidemment d'excellentes lectures et je vous dis à la prochaine.